Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce week-end en co-main event, on a un banger. Je sais que c'est un mot qu'on utilise beaucoup en MMA, mais là ce combat mérite cette étiquette. On a le gars qui a le mieux adapté son anglaise au MMA à l'UFC, Jack Della Maddalena, toujours invaincu en 5 combats à l'UFC, qui rencontre dans la cage le combattant de rue Martial, Kevin Holland, qui est sur 2 très belles victoires d'affilée. Ça va faire quelque chose de très beau dans la division des welterweight et on vous analyse ça avec Brian maintenant. Salut Brian, comment vas-tu? Je vais bien, toi comment vas-tu? Ça va très très bien. Alors, on va parler de Jack Della Maddalena contre Kevin Holland, le co-main event du chouette événement qui arrive ce week-end. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce combat? Encore une fois, les inconnus de ce combat, et ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir comment va arriver Kevin Holland, parce que j'ai beaucoup apprécié sa dernière prestation, et, euh, Hmm. et ça m'intéresse grandement, enfin voilà, c'est pas rien ce type-là, et voilà. J'ai envie je pense qu'il a encore de l'avenir dans la KT. Ouais, mais justement, c'est un combat très intriguant parce que tu te dis que l'UFC a fait un matchmaking de sorte à mettre plus ou moins un striker contre un striker, on va dire ça Bien comme ça, sûr. même s'il semble avoir un bon grappling. Et tu te dis que c'est à l'étape d'après que le gagnant va être challengé par un profil peut-être plus lutteur. Et ça va être intéressant de voir qui sort meilleur de cette opposition de style debout. Et puis il y a vraiment cette intrigue de la gestion de distance, mais Ouais, ouais, ouais. Et on en puis, parlera juste après. Et puis bien évidemment sur ce combat, Jacques Maddalena, hein, moi j'apprécie beaucoup. Et non, j'adore ce match-up. J'aime vraiment ce que fait les matchmaking que font l'UFC parce que à chaque fois c'est tu gagnes ou tu gagnes quasiment, hein. Soit Ouais, soit il est fun. Maddalena il va monter, soit Hollande bah boum ça le relance et puis on a encore plein de combats qui vont être sympathiques avec lui. Donc non je trouve ça très bien. Non, ils ont fait un bon taf. Allez, je propose de lancer le générique maintenant et on revient. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Alors, on remercie unibet.fr pour cette collaboration et on profite, comme d'habitude, à tous de se lancer dedans de manière responsable, de jouer de manière ludique et récréative. Il faut pas se lancer dans les paris pour devenir riche. C'est là où il y a vraiment un danger qui commence. Donc, faites-le pour vous pousser à être plus impliqué dans le sport, à analyser davantage les combats, à réfléchir aux combats et à être plus impliqué ou engagé quand vous regardez le combat parce que vous avez mis une petite pièce sur l'un ou sur l'autre, comme nous on l'est avec nos petites mises et le fait de pas vouloir choper un petit gage là. Mais là ça va, on est safe. C'est John qui se rapproche le plus de son gage. Il a perdu 3 unités sur son Oh. sur son premier week-end. On a une petite avance. Donc avec notre lien en description, vous avez un free bet qui va jusqu'à 100 € à l'inscription et on rappelle c'est interdit aux mineurs. Bon. En parlant d'Unibet, très intéressant sur ce combat. Les cotes ont bougé. Hier, c'était ultra serré. On avait 1,92, 1,92 pour Holland, 1,82 pour Jack Della Maddalena. Donc on était vraiment très très proche du 50-50 avec un léger avantage qu'on voyait pour Jack Della Maddalena. Aujourd'hui, du côté de Holland, on est passé de 1,92 à 2,05. Et du côté de JDM, on est passé de 1,82 à 1,70. Donc on est sur un bon 55-45 à l'avantage de Jack Della Maddalena. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'en pense que j'étais plutôt avec les premières cotes. Je voyais ce combat ouais, très serré, enfin un 50-50. Et ça m'étonne pas que de l'argent soit rentré en fin de course sur Madalena. Je pense que ça va être c'est un peu le profil que le public attend de voir gagner, tu vois. Je te rejoins. En fait, le 50-50, c'est plus par une complexité d'arriver à prévoir ou prédire ce qui va se passer entre ces deux mecs-là une fois qu'ils seront enfermés dans la cage ensemble. C'est vraiment, c'est difficile de, oui, c'est juste difficile à prédire. J'ai vraiment beaucoup de mal, mais ça va être intéressant d'avoir une discussion avec toi. En plus, je sens que on est plus ou moins aligné sur le fait que le 50-50 fait beaucoup de sens. Euh, je comprends aussi le mouvement de la ligne, euh, même si
même si, comme on dit, hein, on est aussi bon que sa dernière performance, et la dernière performance de Jack était un peu décevante, mais elle était décevante plus par son fight IQ dans les phases de grappling. Je sais pas si tu es d'accord avec cette phrase. Ouais, je suis relativement d'accord. Je pense aussi que ça a été le gros retour juste après ce combat, mais je pense que Hafez, son adversaire, son C'est ça. adversaire était vraiment, j'ai vraiment bien aimé sa prestation. Et puis voilà, hein, on l'a vu encore dernièrement, des mecs qui sont appelés en last minute, qui doivent, c'est un peu ils doivent prouver quoi. Ils doivent prouver, c'est ce qu'il a fait, il a montré qu'il était vraiment solide, et souvent ils font une super prestation. C'est vrai que sur le plan Fight IQ, c'était assez étonnant, mais on pourra en reparler, et c'est pour ça que je pense rester sur un 50-50. J'aurais peut-être vu un peu plus large s'il n'y avait pas eu ce combat-là, tu vois. Oh, je pense aussi. Je pense que si le Mm. combat avait été prévu à la place de JDM contre Sean Brady, hein, c'est parce que Sean Brady, Ouais, d'ailleurs, on avait enregistré le podcast et le jour même, le combat avait été annulé. c'est clair. J'espère que c'est pas la même chose ici. J'ai vérifié, le combat est encore on au moment où où on enregistre. Mais euh, mais je suis assez d'accord avec toi. Je pense que tu es toujours ta vision est toujours altérée par ce qui vient de se produire. Et là, on a un JDM qui a été relativement décevant dans l'ensemble, mais je pense qu'il a vraiment été décevant dans ses choix en grappling, et debout, il a été plutôt performant, même s'il prend des grosses frappes en contre. On va Oh là aussi en oui. parler. Je pense qu'on va pouvoir comparer Mhm, un peu mhm. ce qui s'est passé entre JDM et Hafez et ce qui s'est passé entre BSD et Thiago Moises. Je pense que ça va être une chouette façon euh, d'aborder cet angle-là. Par contre, on va peut-être faire un petit rappel. On va suivre notre fil conducteur. D'habitude, on aime bien faire un tour d'horizon sur les carrières sportives de part et d'autre de manière très factuelle avant de rentrer dans nos spéculations. Donc, du côté de Jack Della Maddalena, 15 victoires, 2 défaites en professionnel. Sur les 15 victoires, 11 par KO, 2 par soumission, 2 à la décision. Ce sera son 6e combat à l'UFC. Il est invaincu à l'UFC avec 5 victoires. Il est rentré par le Dana White Contender Series où il avait battu Ange Louza qui a fait une belle performance à l'UFC Paris. Mm. Donc depuis qu'il est rentré à l'UFC, c'était 4 finishes au premier round contre Pete Rodriguez debout, contre Emeev avec un coup au foie, contre Danny Roberts debout, un étranglement arrière contre Randy Brown, et puis sa décision partagée gagnée contre Hafez dont on vient de parler. Du côté de Kevin Holland, 25 victoires, 9 défaites. Carrière très très étendue déjà. Sur les victoires, on en a 13 par KO, 8 par soumission, 4 à la décision. Il a un palmarès de 12 victoires pour 6 défaites à l'UFC. Et on va prendre récemment, il gagne par Darshok contre Tim Means. Ensuite, il a ses 2 défaites d'affilée, d'abord contre Shimaev avec tous les chamboulements de dernière minute qu'il y avait. Et puis, défaite contre Stephen Thompson où il arrête le combat entre la 4e et la 5e reprise. Et puis là, il est sur 2 victoires d'affilée. Il a finalisé dans la 3e reprise Ponzini Bio. Et puis, il a de nouveau gagné par Darshok contre Michael Chiesa dans la première reprise. C'était une belle performance, comme tu l'as souligné. Alors, commençons par JDM. La dernière fois, quand on a fait l'analyse contre Sean Brady, tu avais fait une belle éloge de sa boxe. Est-ce que Mm. tu peux nous faire un petit résumé de cet éloge? Un résumé. Donc, JDM, c'est un droitier. Il est capable de boxer aussi en gaucher, mais en tout cas, c'est naturellement, je pense que c'est plutôt un droitier. Très à l'aise des deux gardes. Très à l'aise des deux gardes, c'est relativement rare. Une, euh, une garde haute pour du MMA, donc vraiment main collée au front et relativement hermétique. Il a des très bons kicks euh, qu'il utilise de manière parcimonieuse entre guillemets. Son anglaise, elle est super belle si vous aimez la belle boxe anglaise, donc à base de d'esquive. Il va rentrer, il va chercher les frappes au corps, elles sont très puissantes. Il est extrêmement précis. Au-delà de sa puissance, parfois il y a des gars qui sont puissants comme ça et qui misent tout sur la puissance. Lui, en plus de ça, il cherche vraiment la précision et il va chercher non pas à frapper la tête, mais frapper les zones de la tête. Donc menton, comment on appelle ça, oreille et puis Temple. la tempe. Au corps, c'est pareil, il va chercher le foie, très très précis. Moi, je le définis aussi comme je pense qu'il a un bon jujitsu. Je pense que c'est un jujitsuka, ce qui explique un petit peu ses tentatives
de soumission, où on se pose la question sur Guillotine à la volée un peu, ouais. voilà, son fight IQ. C'est quelqu'un, je pense, qui est relativement à l'aise sur son dos. Voilà, moi je le trouve vraiment impressionnant. Il est capable de s'adapter aussi au profil. On l'a vu contre des longilignes comme Randy Brown, même si c'est un étranglement. C'est de l'anglaise, hein, qui a amené à l'étranglement. Il a connecté en mettant la pression sur un très très bon crochet du bras arrière, si je dis pas de bêtises, en décalage. C'était vraiment très très beau. Il est capable de boxer en arrière, il est capable de boxer en mettant de la pression. Voilà, moi j'aime vraiment beaucoup sa manière de combattre. Je pense que je ne suis pas le seul. Tu l'as dit, par contre, il peut prendre des coups. Donc il va rentrer et puis il manque un petit peu de responsabilité défensive à la fin de sa combinaison. On l'a vu contre Hafez, donc il va faire sa combinaison rester dans l'axe et se prendre des patates en retour, ce qui pourrait être questionnant sur notre analyse. Ouais. Ouais, mais en fait, c'est là où j'ai un peu de. Je suis un peu mitigé sur cette partie-là, tu vois. Est-ce que c'est réellement problématique ou est-ce que ça fait partie de son jeu? C'est ma question. Alors évidemment, c'est problématique parce que c'est des grosses frappes qu'il a pris, un peu comme Benoît Saint-Denis contre Thiago Moïse. Mais il sait, ou en tout cas, il est capable de les encaisser. J'imagine qu'il est conscient qu'il a un bon menton. Et tu as quand même cette impression que, comme les très bons boxeurs, il les prend, mais il les voit venir et dernière minute, il accompagne un peu le mouvement, il roule un peu avec les frappes, même s'il les prend pleine poire. Ça lui permet d'amortir et d'encaisser mieux. Et ça lui permet aussi de rester dans la poche, là où il est excellent. Et le fait d'être dans la poche et de pouvoir... parce que sur ces séquences contre Hafez, par exemple, il va encaisser des frappes, mais sur l'échange, dans sa globalité, c'est lui qui l'emporte. Je dirais que c'est lui qui a plus touché ou touché plus fort ou plus fort, pardon. Donc clairement, ça peut être problématique parce que à tout moment, tu peux une fois rentrer dans la poche et te prendre un contre et te faire éteindre. Mais tant qu'on voit pas ce scénario arriver, on peut pas vraiment dire que c'est une grave. Enfin, je suis vraiment trop mitigé là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait sa force. C'est le fait de pouvoir varier parce que généralement il va rentrer sur des bons timings, il va envoyer sa combinaison, il va sortir et l'autre aura juste encaissé. Mais de temps en temps, il a besoin d'être plus longtemps à une courte distance. Ses yeux sont rivés sur son adversaire et sur ce qu'il fait et le réel danger, c'est quand tu vois pas une frappe venir quand tu es à l'échange et c'est ça où tu vas te faire déconnecter. Et autant pour Benoît que pour IGDM, j'ai l'impression qu'ils ont une concentration maximale quand ils sont à l'échange. Ça leur permet de voir les frappes venir et de pas se faire surprendre. Ce qui représente une force parce que pour l'adversaire, tu es vraiment acculé. Tu dis, ouais, j'ai bien connecté là et puis tu as deux frappes qui viennent derrière et ça fait partie de leur jeu. Donc, écoute, ouais, je sais pas trop comment me positionner là-dessus. Tu vois, est-ce que c'est un défaut, mais est-ce un si gros défaut que ça? Là, je suis entièrement d'accord là-dessus. Et je te rejoins aussi sur le fait que dans l'échange, pour moi, il gagne l'échange, mais souvent il prend le dernier coup. Et la question, c'est aux yeux des juges, parce que sur sa dernière sortie, il gagne, mais à la décision partagée, tu vois. Et ce dernier coup, donc tu combats, tu mets 3-4 coups, un au foie qui touche bien, tu te prends une patate en retour, la dernière frappe, elle peut être au final, même si elle ne l'est pas, plus impactante aux yeux des juges, tu vois. Ils se disent, wow, il a eu de la chance, il aurait pu se faire mettre KO sur ce coup-là. Et donc la question, elle est-ce que, effectivement, il va absorber, il a un bon menton, ça va passer, mais aux yeux des juges, en tout cas d'un juge d'un certain angle, ils se disent pas, ah bah purée, le mec, la prochaine fois, il va se faire mettre KO, il va perdre. Je note que sur cet échange-là, c'est Hafez qui l'emporte. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être un petit peu... Moi, je trouve ça légèrement problématique parce que il est capable de faire du roll under, de passer en dessous ou de sortir. Je pense qu'il a le jeu de jambes pour le faire et je pense qu'il devrait rajouter ça à son jeu. Ce serait beaucoup plus sécuritaire, même sur le plan des points, sur le plan de la décision, tu vois. Ouais, là, je te rejoins à 200%. C'est le fait d'encaisser. Si c'est la dernière frappe, c'est quelque chose qui doit absolument améliorer. Parce que si tu encaisses une dernière frappe pour de toute façon reset les distances, autant mettre en place un système qui te permet de pas prendre cette dernière frappe. Le fait d'encaisser,
ça peut être bénéfique pour toi dans le sens où tu as encaissé, mais tu remises derrière. Parce que c'est là où Exactement. tu peux vraiment capitaliser sur une ouverture par rapport à ton adversaire où tu sais, on sait comment ça fonctionne, quoi. Tu es dans un échange, tu te fais toucher 3-4 fois, tu envoies quelque chose, tu touches ton adversaire et toi dans ta tête tu dis oh je l'ai touché et après en fait tu as 2 frappes qui reviennent derrière. Mentalement c'est difficile pour l'adversaire. Donc là c'est efficace et utile on va dire de rester dans la boîte. Par contre si c'est la dernière frappe, il y a quelque chose à faire et puis Mhm. je suis devenu flou, je vais me rapprocher. Ça va faire bizarre pour ceux qui écoutent en audio seulement. D'ailleurs, j'en profite, on est sur toutes les plateformes audio depuis un petit temps là. Euh, euh, Je te donc ouais, rejoins. Ouais. là-dessus, il y a un point à améliorer. Si ton défaut c'est de souvent encaisser la dernière frappe, il faut que tu fasses quelque chose pour ne plus le faire parce que si de toute façon tu resets après, autant reset avant d'encaisser cette frappe-là. Et pour juste compléter, pour avoir commenté l'UFC Paris où je me positionne un peu comme un juge, tu vois, je suis bord de cage, j'ai pas les ralentis. Alors certes, j'ai les écrans devant moi, chose que les juges n'ont pas, mais quand tu regardes l'action dans la cage, et que tu revois le combat après sur un écran, c'est pas la même chose. Hein. Ah Selon oui. l'angle, c'est vraiment pas la même chose. Et donc, c'est là où on se dit, quand il y a un combat serré, on peut vraiment, vraiment jamais crier au vol parce que un Mhm. angle de vue, ça change tout. Ça change absolument. Et c'est pour ça que les décisions partagées, on en a déjà parlé, mais il faut pas les voir comme un juge qui a vu le combat gagnant. Il faut voir comme le calcul global de l'ensemble des champs de vision fait que il a gagné. Donc par exemple là sur Maddalena, le l'ensemble des points des juges fait qu'il a gagné à la décision et qu'il n'y a pas de discussion réellement possible entre guillemets. Il a 2 points de vue qui l'ont vu gagner, hop dans la cage, un point de vue qui pense que l'autre aurait gagné, mais c'est les 2 points de vue qui l'emportent. C'est pour ça que Ouais. souvent même les décisions partagées, elles sont décevantes même en tant que combattant quand tu vois, tu t'attends une unanime, etc. Mais pour moi, elle doit être la décision partagée, elle doit être prise en compte comme unanimement aux yeux de la majorité, quoi, tout simplement. Ouais, Enfin bon, c'est ça. Et après, ça met aussi une alerte, quoi. Ça met aussi une alerte quand tu ça gagnes met par aussi une décision alerte. partagée. Exactement. Tu dois te poser la Mhm. question de pourquoi. Et si la réponse c'est ma façon de combat fait que de temps en temps sur un angle tu peux me voir perdre parce que tu vois pas tout, Mhm. etc., etc. Mhm. C'est à toi à changer quelque chose. Et là, JDM sur cette défaite, il doit pas tout remettre sur mince, c'est vrai qu'au niveau du Fight IQ, je suis parti trop souvent sur des guillotines, ce qui a permis à mon adversaire de prendre du temps de contrôle au sol. Mhm. Et la difficulté de scorer le combat, c'était la différence entre moi j'ai dominé debout et lui a dominé au sol, mais il y avait aussi ces échanges où je pense que, comme tu le dis, s'il prenait pas ses dernières frappes, on Mhm. aurait vu un tellement large avantage debout qu'on ne se serait même pas posé la question sur ce qu'il y avait au sol. Je m'excuse, je suis flou et j'arrive pas à revenir en net, donc on va continuer comme ça. Ouais. Ma webcam me fait des tours. Je crois qu'on a fait le tour de JDM. On va peut-être pas trop s'attarder sur le grappling parce que ici, il pourrait y avoir du grappling. C'est une question qu'on va se poser par Ah rapport oui. au game plan. Mais voilà, on suppose que le grappling de JDM est bon. On a eu des petits échos de Craig Jones, etc. Comme quoi, voilà, il avait un bon grappling. On n'en a pas encore vu beaucoup. Ce qu'on a vu, c'est que contre quelqu'un de physique comme Hafez, il avait quand même pas mal de mal. Techniquement, tu vois des belles choses, Ah mais oui, tu oui. vois que si physiquement il se fait dominer, il y a quand même une complexité. C'est toujours ce truc de la finesse technique. C'est très bien, mais quand tu es juste face à un bulldozer, de temps en temps, ça te suffit pas. Et c'est là où on l'a vu peut-être un peu galérer à se relever, même s'il y parvient à chaque fois, et c'était relativement beau à voir. Ouais, moi c'est vraiment plus son côté jiu-jitsu qui se retrouve un peu en difficulté face à des lutteurs, tu vois. C'est plutôt ça le truc. Et Ouais, ouais. mais sinon, moi je pense qu'il a un très bon jiu-jitsu. On le voit dans ses formes de corps, on le voit dans ses défenses, dans ses tentatives de renversement. Il a fait franchement des très belles choses. Euh, mais par contre, effectivement, contre un profil lutteur, c'est un petit peu plus compliqué parce que bah, les lutteurs s'entraînent avec des jiu-jitsuka, ce qui est un peu moins le cas dans le sens inverse, tu vois. Des jiu-jitsuka, s'entraîner avec des lutteurs, c'est beaucoup plus rare. Donc, Ouais, et puis c'est ce qu'on dit souvent quand tu es un grappleur, tu as tendance à trop vite prendre aisance de ton jeu au sol sur ton dos. ouais, Et en MMA, par rapport au scoring, c'est pas du tout une bonne idée. Donc non. je pense que c'est très important et très intéressant d'avoir un bon jiu-jitsu en MMA.
mais il faut absolument calibrer ça avec une non-volonté de se retrouver sur son dos, ou en tout cas que sur des phases où tu peux directement attaquer quelque chose d'intéressant dans le jeu des juges. Alors, Kevin Holland, comment le décrire ce garçon, à part le fait qu'il parle en cage et que ça nous fait kiffer. Je dirais que il est assez. Alors moi je l'ai défini comme bon déjà droitier. J'ai oublié de parler de la taille. Il fait 1m91, 1m91. JDM 1m80. Donc on aura une différence d'allonge et de taille qui sera assez importante. Moi je l'ai défini comme un striker non conventionnel et aussi comme un grappleur. Donc non conventionnel. Et voilà, j'aime beaucoup comment il combat. Je pense qu'il est difficile à prédire. On l'a vu sur son dernier combat, donc de la même manière, il peut désengager, boxer en reculant. Dernier combat, il a mis beaucoup de pression. Je le trouve bon dans la gestion de la distance, utiliser les jambes. Je le trouve bon aussi au clinch. Donc en in the pocket, il est excellent. Il peut aller chercher des frappes. On l'a vu, son back fist était contre son avant-dernier combat là sur Ponzinibio là au clinch. Enfin voilà quoi. Je pense qu'il tape fort. Je pense que c'est vraiment un combattant dans le sens il est là pour combattre. Il est là pour chercher le finish. Il est là pour l'obtenir. Et enfin, sur cette question de fight IQ, on peut se poser la question sur son fight IQ, on peut se poser la question, il a un style un peu de journeyman comme ça, tu vois. Enfin, il a un style, voilà, il a pris des combats last minute pour l'argent, tu vois. Et donc, tu pourrais te dire qu'il arrive un peu les mains dans les poches, vas-y, payez-moi, je combats, payez-moi, je combats. Mais voilà, je veux mettre quand même du crédit sur son nom. Il a beaucoup de victoires contre des gros noms. Et je pense qu'il est quand même, encore une fois, très intelligent dans sa manière d'approcher le combat. Bien qu'il joue un petit peu l'inverse, tu vois. J'irais même jusqu'à dire que la plupart, pas toutes, mais la plupart de ces défaites, c'est surtout sur des mauvais choix de carrière, des mauvais choix de management et des mauvais choix tout court, parce que faire un genre de contrat public avec Wonderboy pour ne pas que le combat aille au sol, c'est bête, tu vois, c'est bête. En plus, je suis allé revoir hier parce que je vois statistiquement, il a 2 takedowns contre Wonderboy. Et j'étais là, chez Matan, ils avaient fait un accord à l'amiable de pas lutter. Ouais. Et en fait, les 2 takedowns, c'est vraiment une collision et Wonderboy tombe et puis Kevin Holland qui se relève directement. J'en viens, on continue debout alors qu'il se faisait tabasser. Donc c'est plus sur des mauvais choix où tu te dis, ok, le mec a besoin de faire un peu ce travail mental de dire ok, maintenant je veux faire une carrière vers le titre. Et t'as l'impression qu'il kiffe tellement le combat qu'il avait pas spécialement cet objectif. Bon, tu veux toujours gagner en MMA, mais lui son objectif premier c'était combattre. Et puis c'était gagner, t'as l'impression, et pas l'inverse. Et alors, juste pour rejoindre quelque chose que tu as dit, parce que je voulais le dire pendant le podcast, pour moi, il a un peu ce profil atypique du mélange parfait entre combattant de rue et artiste martial. Tu vois, j'ai l'impression qu'il a un peu il a cette intersection qui est complètement paradoxale et inouïe. Que voilà, c'est un mec bagarre de rue. Enfin, tu vois, un peu la mentalité. Je prends tout le monde, n'importe qui, n'importe où. Je veux juste me battre et ce genre. Enfin, tu vois, ce genre de communication. Et ça me fait penser d'ailleurs à son interview après sa défaite contre Dokos, où il dit bah non, enfin tu vois, c'est pas une défaite, c'est un no contest. Je sais plus pour quelle raison, mais voilà, dans son interview, il dit bah non, il m'a battu 2 fois, il m'a mis KO et en plus de ça, il m'a soumis et après on considère que ça, enfin tu vois, il a été très très humble là-dessus. Il dit ça devrait pas être un no contest, ça devrait être une défaite. Tu vois, le mec il dit ça, c'est aberrant. Et puis de l'autre côté, t'as quand même l'impression qu'il a un grand respect pour le sport et pour la pratique et pour l'apprentissage et que il a un peu cet esprit martial en lui. Donc ouais, c'est difficile à juger parce qu'il a un peu un palmarès en dents de scie. Il affronte que du haut niveau. Il faut pas oublier qu'il a pas mal de défaites aussi en middleweight contre des lutteurs, Marvin Vettori, Kevin Brunson, Derrick Brunson d'affilée. Voilà, ça entache un peu son niveau. Il est jamais rentré dans le top 10, mais c'est pas pour autant qu'il a pas le niveau. Et là-dessus, je te rejoins. C'est un profil qui est peut-être meilleur que ce qu'on croit.
de je par le fait pense. que la plupart de ses défaites, c'est voilà, j'ai accepté last minute, je suis allé faire un tour en middleweight alors que ça me convient pas spécialement. Je pense vraiment que welterweight c'est sa maison et Mm. qu'il peut faire des belles performances si il a vraiment ce truc de ok, j'ai vraiment une carrière à faire. J'ai vraiment les armes pour arriver dans le top 10. J'ai en plus un frame, une morphologie qui peut me permettre d'être très très compliqué à combattre et un style vraiment très ennuyeux parce que comme on le dit, on le voit comme un striker, mais au sol, il a vraiment des belles compétences offensives en tout cas. Mm. Ouais, écoute, je te rejoins, je pense que il va être un petit peu sous-estimé, tu vois. Et comme tu l'as Mm. dit, donc déjà il est descendu de KT. Ces 2 défaites en welter, c'est un combat contre Khamzat déjà, donc En qu'il last a pris minute en de last nouveau. minute, Ouais. la KT au-dessus, parce qu'il était déjà il était à 80, 83, je sais pas combien c'était. Donc c'était en middle, Ouais, ça attends, encore. bah, j'imagine. Hein. Catchweight à 81, alors qu'il devait combattre initialement à 77. Tu vois, Steven Thompson avec ce contrat, donc qui était vraiment un combat qui devrait être classé dans les combats, comment on appelle ça, de gala, tu vois. Ouais, C'est un peu exhibition ça, presque. voilà, c'est exhibition. Oui, pour moi, ça devrait, pour moi, faut pas qu'on le compte dans un combat de MMA, tu vois. C'était un combat d'exhibition. Je pense qu'il aurait pu, il serait allé avec une intention de gagner parce que il a une volonté de prendre le titre. Je pense pas qu'il serait allé dans la même direction. Par contre, après, là, on dirait qu'il y a un changement. Pour moi, il arrivait beaucoup mieux préparé sur des profils un peu plus dans sa ligne de mire, où là, il doit prouver qu'il a sa place dans le top et pas du money fight, tu vois. Mhm. Et, euh, et là, je trouve bon, quoi. Je trouve bien. Et pour moi, Ouais, là, cette fois, contre Madalena, on n'est pas sur un money fight, on est sur un combat de championnat. Enfin, de c'est championnat. ça. Et j'ai peut-être remonté un point qui est important parce que c'est clair qu'après sa double défaite Brunson-Vettori où bah, le blueprint était écrit pour lui, la défense de lutte dont il a fait preuve contre Chiesa, c'était vraiment pas mal. Hein. Il a donné son énergie. Enfin, parce C'est que clair. tu avais à la fois l'aspect technique où tu voyais des vraies améliorations et dans l'aspect réfléchi où il se dit ok, c'est maintenant que je dois utiliser mon énergie pour pas me faire amener au sol. Je peux pas me dire je conserve mon énergie maintenant pour survivre contre Chiesa au sol. Et après il va aller soumettre Chiesa Ça, avec un très beau darts. Franchement c'était beau. Alors oh, avant de passer au game il plan, l'avait touché aussi avant, hein. il avait Parce que bien touché Chiesa, aussi c'est un avant. excellent grappleur, mais les uppercuts qu'il lui a mis, c'était, C'était du ouais. solide. Hein. Euh, Alors j'ai une stat intéressante par rapport au pied-point parce que voilà ça commence debout. On s'attend quand même dans ce ouais. combat à ce qu'il y ait une grande phase qui se passe en pied-point, voire même tout le combat. Donc c'est pas les mêmes oppositions. Hein. Clairement, Holland il a un échantillon pour ses statistiques qui est plus grand. Il a affronté des meilleurs adversaires que JDM. Mais malgré tout, je trouve que la stat est intéressante. C'est sûr, les frappes envoyées qui ont touché versus les frappes reçues. Donc, du côté de Hollande, on est à 4,11 frappes qui touchent par minute et il se fait toucher 2,96 fois à la minute. En termes de défense et d'attaque, la précision, c'est 52%. C'est stable. Du côté de JDM, il va toucher 7,27 fois ses adversaires par minute. C'est énorme. C'est un gros volume. Et il se fait toucher 3,5 fois à la minute. Donc, tu vois, quand on parlait d'échange et tout, il se fait pas tant toucher que ça en retour. Et alors, en termes de précision offensive, il est à 52%, comme Hollande. Par contre, en termes d'efficacité défensive, il est à 69%. Ça ressemble à du Strickland. Donc voilà, c'est pas la même opposition, certes, mais je trouvais ça assez intéressant. JDM a tendance à être dans des combats où il impose un peu plus de volume, un peu plus d'intensité. Holland est sur quelque chose d'un peu plus mesuré, on pourrait dire sur papier, même si voilà, c'est quelqu'un qui accepte l'échange, c'est sûr et certain. Ouais. Alors les statistiques, faut toujours. J'aime Nuancé. beaucoup les Ouais. statistiques, mais nuancées. Je vais donner un petit exemple sur Madalena. Vous avez un bon frappeur qui va attendre. Il snipe, une frappe, il connecte. Le gars recule, il va envoyer 20 coups pour finaliser. On sera à 21 frappes. Ok. De l'autre côté, on va avoir un boxeur qui va envoyer beaucoup de jabs, pap, 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 pap. Il va envoyer 20 frappes pour faire déplacer la garde. Boum, il connecte KO. On est à 21 frappes. Pourtant, c'est 2 jeux qui sont complètement différents. Un, gros volume pour construire son ouverture et finir avec une frappe.
Et de l'autre côté, faible volume, une frappe pour toucher, gros volume pour finir. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Je pense que ça reste important quand même sur la lecture du jeu. Et pour moi, Madalena, on voit quand même pas mal de frappes pour finir. Ouais, totalement. Parce que c'est là où j'allais arriver. Je donne cette stat parce qu'elle m'a choqué. Parce que j'ai d'abord regardé les combats respectifs Mmh. et j'étais en train de me dire, bah, en termes d'intensité et de volume qui est envoyé, on est sur Mmh. un pied d'égalité. Et puis quand j'ai vu les stats, je me suis dit, oula, c'est pas du tout la même chose. Mais effectivement, le fait que JDM ce soit des finishes sur des avalanches de frappes, bah, ça Mmh. augmente drastiquement Ah ouais. son volume. Surtout que bah, il a 3 finishes debout dans la première reprise. Donc, tu as Ouais. beaucoup de frappes qui sont envoyées sur un court échantillon. Il n'a Mmh. pas, il a pas nécessité beaucoup de temps de combat pour aller chercher ce finish. Et donc, ça augmente forcément énormément ta moyenne. Si tu finis à la fin du troisième round, ben, tu as eu 2 rounds et demi Mmh. avec ton volume habituel. Et puis, ça augmente sur la fin. Ce sera plus absorbé sur ton volume habituel que Mmh. quand tu as des finishes au premier round. Mais voilà, la stat restait intéressante, Ouais, surtout sur ouais. la différence pour JDM. Donc, d'un point de vue game plan, Ouais. si tu es dans le coin de Jack Della Maddalena, qu'est-ce que tu mets en place euh, pour avoir un maximum de chances que le scénario de victoire ou qu'un scénario de victoire se produise pour toi? Ou pour Jack, je veux dire, si tu étais dans le coin de Jack, donc c'est pas pour toi, c'est pas toi qui vas le remplacer, mais voilà. Donc si j'étais Jack. Donc moi si je suis dans le coin de JDM, je pense que j'aimerais le voir travailler en mettant de la pression. Euh, Mettant de la pression, pas donner sa tête sur un éventuel étranglement ni quoi que ce soit. Travailler au corps. Ça serait et cadré. Ça serait la priorité. Je pense que son jeu vraiment d'anglaise peut faire la différence, mais je pense qu'il doit étouffer. Je pense qu'il doit étouffer Kevin Holland très rapidement. On est sur 3 rounds. Je pense qu'il a le gaz pour tenir les 3 rounds comme ça. Et voilà, au niveau, c'est moi ce qui m'embête surtout, c'est juste au niveau de sa tête. Faire attention à pas trop descendre pour tout ce qui est uppercut, genou, mais mettre sur le pied arrière, tu vois, mettre sur le pied arrière, mettre de la pression, travailler au corps, et, et voilà, avoir un pourcentage plus élevé quasi de frappe au corps pour après aller chercher la connexion avec un crochet arrière à la tête, quoi, tout simplement. Mm. Ça, c'est ce que je viserais. Pas de lutte, le moins possible, parce que je pense que Kevin Holland sera supérieur dans ce domaine-là. Euh, Pas de sol non plus. Voilà. J'ai beaucoup souri parce que je vais te lire ce que j'ai écrit. Alors moi, j'ai plus mes notes pour prouver parce que il y a une mise à jour sur l'outil qu'on utilise et je peux avoir un script avec tu sais, le fil conducteur et tout, donc je suis tranquille. Donc moi, j'avais écrit pression, low kick parce qu'on a vu que ça a très bien fonctionné pour Ponzinibio. Mhm. Ne pas avoir peur de l'échange parce qu'au final, vu la différence de taille, c'est là où lui va pouvoir aussi toucher. Il va pas pouvoir avoir un jeu vraiment où je rentre, je sors parce qu'il y a un Mhm. trop long espace où Kevin peut trouver ses contres. Et j'ai mis body aussi, frapper le corps parce que Tim Means et Joaquin Buckley, ça a très bien fonctionné pour eux, même s'ils ont tous les deux perdu contre Land. Mhm. Le travail au corps était très, très intéressant. Et alors j'ai souri parce que évidemment, du côté de Holland, je vais faire un petit spoiler sur ce que j'ai écrit. J'avais mis arme de grand et entre parenthèses, j'avais mis uppercut et genou en contre. Et c'est là où je me posais la question que euh, les roll under, ça fait clairement passer partie du jeu de JDM. C'est une des raisons pour laquelle son jeu est aussi efficace. Mais face à Holland, tu pourrais avoir ce genre de truc. C'est quoi? Dan Hooker avait mis contre Russ Pearson, tu sais, les genoux en contre, et il avait mis aussi contre Jim Miller, hein, si je dis pas de bêtises. Mais tu vois, les armes de grand, tu vois, Dan Mhm. Hooker, Kevin Holland, ils ont un peu le même, tu sais, la même morphologie. Ils ont un peu le même style, tenir à distance, mais j'ai aussi des bonnes armes quand tu rentres à distance plus rapprochée. Et ouais, pour les roll under, j'ai peur pour JDM que Holland trouve un bon timing sur un genou notamment. Mhm. Et mais en fait, je vais peut-être continuer moi du côté de Holland parce qu'on a fait le tour sur JDM. Je pense qu'on est Ouais, assez ouais, ouais. d'accord sur l'approche stratégique à apporter. Toi, t'avais pas mis les low kicks. Il y a une raison. T'as peur qu'il se fasse sniper sur un direct parce que ça c'est un peu ma crainte aussi. C'est
Kevin Holland a des bons timings Hmm. en anglaise. Il a des longs bras sur un low kick. Je peux facilement le voir aller pointer la pointe du menton avec un direct qui pourrait faire mal. Low kick, en fait, le problème, c'est que je trouve ça, comment dire ça, très spécifique, tu vois. Mhm. Dans le sens où il faut le bon angle, il faut le bon timing, tu vois. Et je trouve ça toujours un peu piège de dire ton game plan c'est les low kicks, tu vois. Mhm. Donc Ouais. effectivement, si il time bien et il commence à prendre les low kicks, à voir qu'il a les low kicks, qu'il a le timing, là ça devient intéressant, tu vois. Mhm. Donc je pourrais le voir, mais je la mettrai pas en option. Donc Ok. pour moi, doit bosser Dans le et feeling du combat, quoi. voilà, dans le feeling, pap, ça kick, le timing est bon, il a pris, il n'y a pas eu de défense. Ok, Mhm. on peut commencer à exploiter, tu vois. Mhm. Mais pour moi, ça Pas reste, d'entrée de jeu, quoi. Ouais. ça Parce reste que pour pas d'entrée. Ponzinibbio, ça a vraiment bien fonctionné, tu vois. Mais bon, après, c'est clair que Oui, mais c'est beaucoup plus dans l'arsenal de Ponzinibbio que voilà, dans celui de JDM. Et ça, il faut il y le a, considérer. il y a l'Arsenal, il y a tu vois, quand tu te rencontres, quand tu es en face, comment se déplace l'un, l'autre, est-ce que la jambe va être disponible, est-ce que tu fais un low kick en décalant sur le côté gauche, sur le côté droit, tout le monde n'en voit pas de la même manière, tu vois. C'est pour ça que moi j'ai un peu de mal je pense que enfin c'est une arme excellente, mais je te rejoindrai sur le low kick, mais dans ce cas-là vraiment plus au feeling. Tu Ouais. testes, tu jabs, tu frappes, tu mets de la pression. Si tu prends sa jambe sur un low kick et tu restes bien, enfin voilà, bien défensivement, bien prêt, le low kick passe, ok, on peut commencer à l'exploiter. Tu l'exploites progressivement, tu vois. Mais Mm. voilà, c'est pour ça que je le mets rarement dans mes game plans. Et d'ailleurs, pendant que tu t'en parlais, j'y pensais aussi, puisque gaucher et droitier, JDM, il passe de manière très très fluide d'une Ouais. garde à l'autre. Et je Mm, pense que c'est aussi pour le cadrage et la pression, ça va être intéressant pour lui de laisser des portes ouvertes de son côté mm, 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 ouvert, essayer de cadrer comme ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose pour changer la dynamique, passer de gaucher à droitier. J'ai l'impression que quand justement Ponzinibbio le faisait, et au même titre quand Wonderboy le faisait contre Kevin Holland, tu sens que chez Holland, il y a un petit temps de réflexion nécessaire en mm. disant ah ok on est passé enfermé, ah ok on est en ouvert, ah ok on est enfermé, et sur ce temps-là tu as un petit avantage. Du côté de Hollande, moi ce que j'avais noté c'était beaucoup de mouvements, Mm. favoriser les mouvements, ne pas être trop linéaire pour justement s'attendre un peu à ce que JDM veuille casser la distance, mettre la pression, et forcément si tu mets la pression, t'as plus l'occasion de désengager, de faire un step back. Et si t'as pas d'espace derrière toi face à quelqu'un qui est plus petit et qui veut justement rentrer dans ton range, le mouvement peut te permettre de garder de l'espace derrière toi et d'avoir cette option de désengager pour remiser derrière. Au même titre, kicking range, on a vu en Kevin Holland qui sait utiliser ses kicks pour garder un adversaire à distance. Et ici, je pense que ça peut être intéressant pour lui d'en utiliser pas mal. Et les armes de grand. Donc j'ai dit uppercut quand ça rentre, les genoux en contre. Euh, les front kicks, les genoux sautés sur des bons timings, mais ça, il faut évidemment faire très gaffe. Mais je pense que Kevin Nolan en a déjà envoyé 2-3 qui étaient assez intéressants, notamment contre Chiesa. Hein, c'est à quelques centimètres près, c'était un finish comme ça. Et ne pas hésiter, si ça rentre en collision, à garder le clinch pour aller clincher, voire lutter. Mm, mm, mm. Voilà, moi, c'est ça ma liste des recommandations. Je voudrais juste rappeler, donc Kevin Holland, son coach c'est Nick Six, c'est ça? Ah, Bonne question. Je Nick Sick, il a crois. tous les mecs qui semblent compliqués à coacher, tu vois. Je crois qu'il est chez Nick Six, tu vois. Sur, Alors, sur, je vais regarder. sur ta peau, c'est pas écrit, mais sur son. J'ai remonté enfin remonté entre guillemets, mais sur son Instagram, on le voit au pads avec Nick Sick, tu vois. Ouais, Eric, Nixic. J'ai regardé, tu peux continuer à parler enfin, à dire ce que tu allais dire si c'est le cas, et puis je confirmerai, ou bien on dira, bah, c'est pas grave, on a digressé de manière spéculative. Euh, Toi, t'as parlé de mouvement. Je pense quand même, j'ai beaucoup aimé la manière dont j'aime beaucoup la manière dont il travaille en mettant de la pression, Kevin Holland. Je pense que de la Maddalena pourrait accepter la pression dès le premier round, tu vois.
Ouais. Et je pense que Hollande aurait un gros intérêt à mettre de la pression et à de l'intensité très rapidement, parce que je pense qu'il doit pas avoir peur d'aller au clinch, comme tu l'as dit. Au clinch, il a des frappes qui sont non conventionnelles, il va être plus grand, il aura les coudes, les genoux. Si ça va au sol, s'il se fait emmener au sol, euh, je le vois supérieur en grappling. Comment dire ça? Dans un grappling un peu non conventionnel aussi, tu vois. Euh, un peu surprenant. Je le vois par exemple s'il met de la pression et que JDM plonge dans les jambes parce que son fight IQ il l'a pas réellement remonté, tu vois. S'il fait cette erreur-là de vouloir sous trop de pression descendre dans les jambes, je vois des ouvertures aussi pour Kevin Holland, tu vois. Mm. Il a un très bon dart choke, mais je pense que c'est pas ses seules armes, hein. Non. Et puis il a une très bonne défense, on l'a vu, hein, sa défense de lutte était excellente. Donc voilà, je pense que de l'agressivité, je pense que de la pression pourrait être intéressante. Comme tu l'as dit, alors voilà, le problème de travailler à la longe, on a vu JDM face à, c'était quoi son nom, celui qu'il a étranglé là, Randy Martin Brown. Brown, Euh, Randy Brown. Randy Brown. Je pense que c'est pas une bonne stratégie, tu vois. Je pense que Mm. moi je le vois aller assez agressif, mettre de la pression, être non conventionnel parce qu'on a vu que JDM il est très conventionnel. Mm. Il a une boxe très propre, des bons slips sur les côtés, des frappes qui sont voilà très précis. Il a un jiu-jitsu que je trouve très propre aussi. Euh, Ce qui lui a manqué, comme tu le disais, face à un lutteur, c'est vis-à-vis de cette puissance. Donc souvent, il y a des techniciens qui travaillent leur technique, on voit qu'elle est là, mais il leur manque tu vois, à un moment donné, t'as la technique, c'est bien, mais t'as l'objectif de la technique, c'est de renverser ou ce genre de choses, ou Ouais. d'étrangler. Et c'est pas oh, je place mon pied, je fais l'élévateur, je le renverse, c'est beau, je prends ma position. Non, à un moment donné, tu dois renverser, quoi. Mm. Et donc, je pense que Kevin Holland pourrait être très très gênant comme ça. Mm. Très très gênant comme ça. J'aimerais le voir plutôt créer du chaos, comme t'aimes bien le dire, tu vois. Ouais, Plutôt du c'est chaos. H-A-O. Ouais, c'est ça. C'est H-A-O-S, pas Ouais, K-O. Créer du. Bon. ouais. Et Ça pourrait venir avec ça, ouais. on l'a vu qu'il était bon un peu dans le chaos. On a vu il a une grosse expérience. Il est capable de finir. Enfin, tu l'as dit, un 21 finish et c'est voilà quoi. Il va, si le gars est touché, si le gars fait une erreur, il va dessus quoi. Mm. Donc, t'as l'info pour Nixie? A priori, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Ils sont peut-être entraînés ensemble, mais en tout cas sur Tapology, il est référencé Ouais, chez Travis Luther BJJ. ouais. Sur Wikipédia, je vois pas l'équipe. C'est Phalanx MMA Academy. Et quand je tape Kevin Holland, Nixic, il y a pas vraiment de photos, de vidéos ou quoi que ce soit. Donc, Ok. à mon avis, Bah, il est allé tourner là-bas, mais c'est pas son équipe. dans ce cas-là, on verra. On verra ça le jour du combat. S'il est dans Ouais, le coin, s'il est dans le coin, bah, ça sera encore plus intéressant, tu vois, à de fond. savoir, s'il y allait avec un objectif enfin, s'il va y avoir une stratégie, quoi. On en a Ouais, parlé c'est au ça, de se début. réinventer stratégiquement, de chercher ce championnat. Enfin, tu vois, commencer à Voilà. avoir cette vision sportive et Avec compétitive du MMA. voilà, avec un Sean Strickland que tout le monde, que personne ne voit champion, qui devient champion. Tu sais, ça peut être des motivateurs comme ça, des Mhm. motivateurs qui se disent, bah tu vois, attends, il y a une vidéo, ah bah c'est Man, c'est qui lui? Oh là là, ça va être compliqué. Mais ça pourrait être des éléments, tu vois, vers la victoire, quoi. Ouais, Plein ouais, d'éléments ouais. comme ça. Voilà. Alors, on arrive au moment où on doit donner nos pronos, nos préférences et rappeler si on fait un petit pari ou pas dessus. On va peut-être en discuter ici si on mise dessus via notre partenaire unibet.fr. Alors, pronos d'abord.
Moi, je vais aller Vas-y. dans le fun. Je vais aller dans le fun. Je me dis, tu sais quoi, j'ai envie de prendre un risque ici. Je vais mettre JDM par TKO dans le deuxième, initié par un coup au foie ou au corps. Ok. Hmm. Moi, j'ai envie de prendre des risques aussi, tu vois, et j'aimerais bien. Je te vois partir vers Hollande, toi. Ouais. Ouais, je le sens. Après, c'est peut-être le cœur qui parle. Enfin, enfin, j'aime beaucoup les deux combattants, tu vois. J'aime beaucoup. Je pense que je m'inspirerais plus à l'entraînement d'un Jacques de la Maddalena, tu vois, sur son style et tout. J'aime vraiment beaucoup. Mais j'aimerais voir Kevin Holland l'emporter, pas contre toute attente, mais voilà. Hmm. Je pense qu'il mériterait, tu vois. Sur une décision, sur un finish carrément. J'ai Ouais. l'impression que JDM, il est compliqué à finaliser. J'ai l'impression, tu vois, que ça va être. Mais bon. J'ai l'impression que alors, est-ce que c'est l'Anaconda Choke duquel il est sorti qui te fait dire ça? Non, 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 plus au niveau du menton. Ah Sur- non, moi je pense que s'il se fait finaliser, c'est par soumission. un Dars ou quoi, de nouveau Je de pense que genre il Kevin. se fait connecter, il se fait connecter à un moment donné, il commence à partir sur autre chose et un Dars ou un étranglement arrière. Je verrais Hmm. plutôt ouais, Dars ou étranglement arrière. Ça a une petite probabilité, mais moi je vois une victoire de Kevin Holland. Une Hmm. victoire de Kevin Holland, la plus grosse probabilité, je la verrais s'il gagne, ça serait à la décision. On est sur 3 rounds. C'est ça, hein? Ouais, 3 rounds. On est sur 3 rounds. Je pense que bah, c'est souvent la plus grosse probabilité qu'on doit avoir. Mais après, si c'est un finish, je peux voir aussi un finish dans le deuxième, tu vois. Hmm. Et si c'est un finish, je vois plus une soumission suite à des frappes qui ont connecté de la Hmm. Maddalena, tu vois. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Dans ce combat, il y a tellement de scénarios possibles, ça peut Ah vraiment bah partir ouais, dans tous les hein. sens, et c'est ça qui a de chouette, très difficile à prévoir. Maintenant, en termes de préférence, pour moi, c'est très compliqué parce que j'apprécie vraiment, vraiment les deux. Je vais peut-être dire, ils ont quel âge en fait? Parce que je vais peut-être dire quelque chose de bizarre, mais 27 ans pour JDM. Ouais, je crois que ça va m'influencer. 30 ans pour Kevin Holland. J'ai l'impression qu'en cas de défaite de Kevin Holland, on va vraiment lui mettre l'étiquette top 15 gatekeeper, tu vois. Et il aura Ouais. plus ce chemin vers le top et on va lui mettre que des combats d'un même style. Et j'ai très envie de le voir dans un mindset. Je recherche une montée vers le titre. Euh, JDM, j'apprécie beaucoup, mais j'ai aussi cette impression que s'il perd ici, on va pas le mettre aux oubliettes, il va pouvoir se reconstruire et revenir. Mm. Et donc, si j'ai une petite préférence, ce serait pour une victoire de Kevin Holland, parce que je me dis, avec une victoire de Kevin Holland, les deux vont quand même pouvoir avoir leur chemin vers le top. Ça fera une remise en question chez JDM et il reviendra encore plus fort. Alors que dans l'autre scénario, on va commencer à se dire, ouais, ça fait beaucoup de défaites du côté de Kevin Holland. On mise plus trop dessus et puis on a une carrière juste combat fun sur la fin. Et j'ai vraiment envie de le voir sur un objectif sportif. Donc légère préférence pour une victoire de Holland. Mais je le dis avec un petit pincement au cœur parce que j'aime beaucoup JDM mais j'ai aussi envie de le voir progresser au plus vite. Ouais, bah écoute, c'est des combats comme ça qui sont sur les préférences compliqués, tu vois, ouais. Bah donc tu vas Les, donner ta les... réponse classique que Ouais, j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est préférence sur une victoire, sur une belle prestation, peu importe qui gagne. Tu vois. ouais, je pense quand même te rejoindre quand même. Ça me plairait beaucoup de voir Kevin Holland l'emporter, tu vois, et repartir vraiment sur un truc euh, sportif, tu vois, une conquête du titre, même s'il l'obtient pas, tu vois, c'est toujours, voilà, j'aime beaucoup, tu vois, moi j'aime beaucoup l'aspect sportif, donc s'il arrive, euh, qui fait encore une belle prestation comme il a fait, tu vois, sur ces 2 derniers combats, ça me plairait beaucoup. J'aime Ouais. vraiment bien ces scénarios, surtout des gars qui ont pas mal de défaites et tout, qui étaient là, qui ont pris des combats, etc. Et puis à un moment donné, tout le monde dit ouais, lui il est rincé, t'as vu toutes ces défaites. Et puis bon, en fait, à un moment, il se dit non, les gars, si je suis sérieux, on va voir ce qui se passe, tu vois. Donc ça me Mm. plairait bien comme scénario.
Après, ouais, Jacques Della Maddalena, j'aime beaucoup. C'est pareil, ouais, t'as raison. S'il arrive qu'il il s'est complètement remis en question de son dernier combat et qu'il nous fait une masterclass, alors là, bah ouais, forcément, je serais super content, tu vois. Clairement, hein. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. S'il l'emporte de manière, en ayant un peu les mêmes défauts, en ayant pris des coups, en ayant shooté dans les jambes bêtement, et puis il l'emporte, tu vois, au deuxième, par KO au foie, parce que l'autre aussi a un peu fait n'importe quoi, bon bah, ça va pas m'intéresser, tu vois. Ça, ce serait la pire structure de combat, c'est où les deux font n'importe quoi. Là, dans ce combat-là, j'ai vraiment envie de voir des approches de futurs champions, de futurs contenders. Tu vois, j'ai vraiment Ouais, envie que les deux prennent le combat au sérieux, ouais. viennent avec une stratégie, une bonne implémentation de la stratégie, pas trop de prise de risque. Les seules prises de risque doivent être mitigées, calculées, intelligentes et Ouais. avec un vrai objectif derrière. C'est ça que j'ai envie de voir. J'ai pas envie de voir un truc avec un peu de brouillon. On va aller à la guerre pour aller à la guerre pour les fans. Non, là c'est un combat pour la suite de la carrière, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, et c'est ça qu'on a envie de voir dans la cage sur ce combat. Ouais. Et je pense que un finish des deux côtés avec un travail, un combat structuré, c'est largement possible, quoi. Et Bah, ça, quand tu regardes, ça serait le ils ont top, très tu peu vois. de décisions, hein. Mm, JDM dans sa carrière, il en a que 2. Ces 2 défaites, c'est par finish. mm, Kevin Holland, bon, il en a 9, mais sur un plus gros échantillon de combat, ce sera son 35e combat. Donc, ouais, je pense que le finish est possible. Et d'ailleurs, c'est peut-être on va regarder quand les codes de Paris sortent par rapport à ça, mais voir si les codes de Paris indiquent qu'on voit un finish ou une décision sur ce combat, parce que moi je pourrais me laisser tenter par le combat ne va pas à la décision si la cote est intéressante. Et ça m'amène à ma dernière question. Est-ce que c'est le genre de combat sur lequel tu te vois aller mettre une unité, une fraction d'unité ou plusieurs unités? J'ai l'impression que non, vu la discussion qu'on a eue, on est beaucoup dans l'interrogation, mais peut-être que tu peux te laisser tenter par quelque chose. Euh, peut-être que si je le fais, je me laisse un petit peu le temps. Si je le fais, je mettrai une unité sur Hollande et parce que ouais, peut-être. Mais ça serait Ouais. plus, je le ferais plus par comment on dirait, tu vois, genre gaieté de cœur, quoi. Je sais pas si ça se Euh, dit. Mais tu vois, c'est plus euh, l'affect qui dirait, vas-y, on met une unité et tout. Mais voilà. Ok, bah écoute, moi j'ai déjà mis mon unité sur JDM avant que les cotes ne bougent. J'ai réussi à l'avoir à 1,90. Ah ouais. Donc j'avais déjà mis mon unité sur JDM quand c'était en fait en pick-em. Donc j'ai été attentif, j'étais sur Unibet et là j'ai mis ma petite unité. Et comme je l'ai fait en vrai, je vais aussi le faire dans notre petit jeu Ok, en interne. Et ça donc, va. on serait pour la toute première fois, depuis qu'on a lancé le jeu, c'est le troisième événement, mais on serait pour la toute première fois potentiellement sur une mise sur le même combat, mais en opposition. Et ça peut être fun du coup en interne. Parce que, Je vais réfléchir, tu vas pas euh, m'influencer, toi. non, je cherche pas à t'influencer. Mais si c'est le cas, ce serait Ouais, marrant. c'est Il y vrai, aurait notre c'est vrai, petite c'est vrai. guerre en interne. Et j'en profite du coup pour remercier une dernière fois Unibet de sponsoriser la chaîne et cet épisode. Donc pour rappel, si vous vous lancez-vous de manière ludique. Ayez pas cet objectif de devenir riche grâce à ça, parce que ça c'est le début de la fin. Ayez cet objectif de le faire de manière vraiment récréative, fun, rajouter un peu de discussion marrante avec vos potes et vous pousser à analyser davantage. C'est comme ça qu'on devient aussi plus fan du sport. Mm. Le lien est en description pour avoir un free bet jusqu'à 100 euros avec notre lien à l'inscription. On a fait le tour. Ouais. Magnifique. En dessous d'une heure. Belle discussion. Merci Brian pour ta préparation, ton temps comme d'habitude et ce magnifique échange. On se retrouve jeudi Jeudi. pour pas de spoiler. Il y a un chouette épisode qui sort dans la semaine, les gars. Ouais, Soyez connectés sur Fight ouais, Minds. ouais. Ciao tout le monde.